calibre 45 près de la voiture de la victime. On n'avait pas grand-chose pour avancer. Aucune empreinte, de traces de pneus ou de pas. Rien du tout. Tous les collègues de Rebecca sont unanimes. Elle mettait un point d'honneur à ne jamais sortir avec les clients du club. Une fois qu'elle quittait son travail, elle ne voulait plus rien avoir à faire avec ce milieu. Elle était là pour danser, un point c'est tout. Elle ne fréquentait personne en dehors. Elle ne revoyait aucun client une fois son travail terminé. Malgré des dizaines d'interrogatoires, la police n'a pas le moindre suspect. On avait concentré nos recherches sur ce club. Que ce soit un client ou non, on a visionné toutes les bandes de vidéosurveillance. Mais on n'a pas trouvé la moindre trace d'une altercation éventuelle avec qui que ce soit. Drew Planten est-il l'auteur des deux meurtres? A-t-il assassiné Rebecca Huisman 6 ans avant d'agresser Stephanie Bennett? Les lettres de Rebecca retrouvées chez lui alimentent cette hypothèse, même si elles ne constituent pas de preuves matérielles. Quoi qu'il en soit, les policiers transmettent aussitôt cette information à leurs collègues de Lansing, la petite ville du Michigan, où a été retrouvé le corps de Rebecca. Je leur ai dit, si vous retrouvez 2 calibres 45, surtout prévenez-moi. Et là, ils m'ont répondu, on n'en a pas un, on en a 2. Mettez-les au chaud, je leur ai dit. La police procède immédiatement à des tirs de comparaison avec les 2 armes. Les experts en balistique s'intéressent tout particulièrement aux stries sur les douilles. Généralement, le percuteur laisse des petites imperfections sur le culot de la cartouche au moment du tir. Ces stries sont propres à chaque percuteur et donc à chaque arme à feu. Lorsque les experts comparent la douille retrouvée sur la scène de crime avec celle de l'arme à feu de Drew Planten, le résultat est sans appel. On avait des marques linéaires particulièrement nettes, des marques linéaires parallèles qu'on retrouvait sur pratiquement tous les culots de douille des tirs de test, ainsi que sur la balle de référence retrouvée sur la scène de crime dans le Michigan. Les stries de la balle de référence sont également comparées à celles de la balle qui a tué Rebecca. Là encore, tout correspond. Pour moi, cette balle ne pouvait provenir que de cette arme. À ce moment-là, Planten a déjà été placé en détention préventive en Caroline du Nord. Et ça ne se passe pas très bien. Lors de son audience préliminaire, il refuse de marcher et on est obligé de le transporter sur un fauteuil roulant. Lorsqu'on l'a transporté au tribunal pour sa première comparution, il a gardé les yeux fermés. Je pense vraiment que dans son monde à lui, s'il ne regardait pas les choses, c'était peut-être qu'elles ne s'étaient jamais produites. Malheureusement, de nombreuses questions resteront sans réponse dans ces 2 affaires. Juste avant l'ouverture de son procès, Drew Planten se suicide dans sa cellule en s'étouffant dans un sac plastique. J'étais vraiment déçu qu'on n'ait pas pu avoir de procès, qu'on ne puisse pas s'asseoir dans un tribunal et entendre le jury rendre son verdict en disant « Vous êtes reconnu coupable de meurtre avec préméditation sur la personne de Vanessa Bennett et vous avez renoncé à votre droit à la vie en commettant ce crime. » Je n'ai jamais compris pourquoi il avait choisi Stephanie. Pourquoi elle? Pour quelle raison? J'aurais juste voulu savoir pourquoi. Drew Planten était un prédateur. On a retrouvé des indices dans son appartement qui laissaient à penser qu'il avait l'intention de s'en prendre à d'autres femmes. De toute évidence, le ministère public avait suffisamment de preuves médico-légales et scientifiques pour obtenir une condamnation. Mais le plus important, c'est que ces preuves ont permis de mettre ce prédateur hors d'état de nuire. En fouillant son appartement après son identification, on s'est rendu compte qu'il surveillait une femme depuis quelque temps. Ça fait froid dans le dos. Si on n'avait pas résolu cette affaire, elle serait probablement morte à l'heure qu'il est. Les sciences légales ont joué un rôle capital dans cette affaire. Sans cette science, sans la balistique qui nous ont permis petit à petit d'assembler les pièces du puzzle, l'affaire Rebecca Huisman n'aurait sans doute jamais été résolue, j'en suis persuadée. Les sciences légales ont eu un rôle déterminant dans cette affaire. Comme quoi, il n'y a rien de tel que de bonnes vieilles méthodes d'investigation alliées à la science moderne. Drew Planten, le meurtrier de Stephanie Bennett et l'assassin présumé de Rebecca Huisman, s'est suicidé dans sa cellule.
Même si cette mort volontaire ressemble à un aveu, Planten a ainsi échappé à sa comparution devant un grand jury. Et il n'a pas eu à répondre de ses actes. Cette affaire en rappelle une autre qui s'est déroulée en France il y a quelques années. Un homme soupçonné du meurtre d'une mère de 5 enfants était en détention préventive depuis 3 ans à la maison d'arrêt de Nantes. À 3 semaines de l'ouverture de son procès, il avait choisi de se pendre avec des draps dans sa cellule. L'un des avocats de la partie civile, qui représentait les 5 enfants de la victime, avait alors estimé que se suicider avant de comparaître ajoutait à sa faute, car c'était une façon d'empêcher les enfants de faire leur deuil. Drew Planten a-t-il redouté de se confronter aux parents des victimes ou a-t-il anticipé sa probable condamnation à mort? Nous ne le saurons jamais. Quant à savoir si son choix est indigne ou excusable, il ne nous appartient pas d'en juger. Pour conclure, je préfère citer Edmund Burke, qui disait que « où commence le mystère, finit la justice ». Il est troublant de penser que jusqu'à la fin du XIXe siècle, la plupart des criminels parvenaient à échapper à la justice, jusqu'à ce que les policiers et médecins légistes commencent à réfléchir à une démarche scientifique pour prélever des indices irréfutables capables de confondre les meurtriers. Aujourd'hui, un tueur en série, tel que Jack l'Éventreur, n'aurait sans doute aucune chance de passer à travers les mailles des limiers de Scotland Yard. De nombreux étudiants de l'Université du Nebraska travaillent pendant l'année pour payer leurs études. Jessica O'Grady, 19 ans, travaille comme serveuse dans un restaurant. Elle veut devenir institutrice. Elle avait commencé par faire des études en sciences sociales. En même temps, elle travaillait dans une crèche. Au fur et à mesure, elle s'est rendue compte qu'elle aimait les enfants et elle a décidé de devenir institutrice. Pour fêter la fin de l'année et les vacances qui approchent, Jessica a invité ses amis chez elle. Jessica était avec ses amies ce soir-là. Elles ont commandé une pizza et elles ont regardé des films. À un moment, elle a reçu un texto et là, elle a dit qu'elle devait aller chez Chris. Je vais passer voir Chris. Ah bon? Tu vas aller chez lui? Je lui ai dit, tu vas voir Chris? Elle est partie dans la salle de bain prendre une douche. Elle s'est préparée et elle est partie. Tout le monde pense qu'il s'agit de Chris Edwards, un jeune étudiant qui travaille dans le même restaurant que Jessica. On était au restaurant et elle me l'a montré discrètement du doigt pour que personne ne la voie. Et là, j'ai vu qu'il la regardait aussi. Elle était toute émoustillée. Jessica quitte son appartement vers 23h30. On ne la reverra plus jamais. 2 jours plus tard, elle n'est toujours pas rentrée et elle ne répond pas au téléphone. Ses proches s'inquiètent et préviennent la police. Quand on nous signale une disparition, dans 98% des cas, on retrouve la trace de la personne dans les 24-48 heures. On arrive à la localiser. Mais cette fois, ce n'est pas le cas. La police retrouve la voiture de Jessica abandonnée près du restaurant où elle travaillait. Sa famille comprend tout de suite qu'il s'est passé quelque chose de grave. Elle était très soigneuse avec sa voiture. Elle la gardait toujours impeccable. J'étais inquiète. Je me suis dit, ce n'est pas son genre. Je refusais d'admettre que quelque chose n'allait pas. Je préférais ne pas penser au pire. Mais au fond de moi, je pense que je savais qu'il lui était arrivé quelque chose. Chris Edwards n'a pas vu Jessica de la soirée. Il prétend qu'il était au cinéma avec des amis. Son alibi tient la route. On est allé au cinéma et on a visionné les bandes de vidéosurveillance. On le voyait effectivement sortir de l'établissement à la fin du film. Il m'a dit qu'il ne savait pas qu'elle devait passer le voir. Elle était jeune, belle, elle faisait des études. Qu'est-ce qui lui était arrivé? Où pouvait-elle être? Elle n'avait pas pu s'évaporer comme ça dans la nature. Quand on discutait avec sa famille, on comprenait qu'elle ne pouvait pas avoir fait une fugue pour changer de vie. La police découvre alors 2 éléments troublants.
Jessica était peut-être enceinte. À l'époque, Jessica pensait qu'elle était peut-être enceinte. Elle avait pris un test de grossesse chez une de ses amies. Elle lui avait dit, ainsi qu'à sa mère, qu'elle était enceinte. On n'a jamais pu déterminer si elle était réellement enceinte ou pas. Ça fait partie des grandes inconnues dans cette affaire. On nous a dit qu'elle était enceinte. C'est ce que nous ont raconté sa colocataire et certains de ses collègues de travail. Jessica O'Grady, une jeune fille de 19 ans, a disparu. Peu après, sa voiture est retrouvée près du restaurant où elle travaillait. A-t-elle fugué ou a-t-elle été kidnappée? Les enlèvements criminels d'enfants et de jeunes femmes sont un fléau aux États-Unis. D'ailleurs, la police n'ignore pas que si les personnes disparues ne sont pas retrouvées dans les 3 heures, 74% d'entre elles risquent d'être tuées par leurs ravisseurs. La rapidité d'intervention est donc la priorité des enquêteurs. Mais Jessica était-elle enceinte de son petit ami? Aucun de ses proches ne peut l'affirmer. Si c'était le cas, un espoir de la retrouver en vie subsisterait, car elle aurait pu s'isoler quelque part pour réfléchir à sa situation et faire un choix. Mais tandis que les policiers s'activent fébrilement, une nouvelle information réoriente l'enquête. Jessica aurait eu un autre petit ami répondant au prénom de Chris. Si le premier se trouvait au cinéma la nuit de sa disparition, où était le second? Avait-il rendez-vous avec elle? Est-il impliqué dans un drame éventuel? Je vais passer voir Chris. De quel Chris parlait-elle? Avec lequel de ses 2 petits amis avait-elle rendez-vous? Lorsque les enquêteurs apprennent que Jessica était enceinte, ils se disent qu'elle a peut-être pris la fuite. Mais les jours passent et ils n'ont toujours aucune nouvelle d'elle. Elle n'avait pris aucun vêtement avec elle, aucune affaire personnelle, pas de trousse de toilette, rien. Il n'y avait aucun signe d'activité sur ses relevés de téléphone et de carte bancaire. Elle n'avait eu aucun contact avec ses amis alors qu'elle les appelait tous les jours, ni aucun contact avec sa tante qu'elle appelait aussi quotidiennement. La dernière fois que Jessica a été vue, il était 23h30. Elle a dit à ses amis qu'elle allait chez son petit ami, Chris. 1 heure plus tard, à minuit 29, elle envoie un texto à une amie. Plus de shenanigans pour Jessica. On savait que c'était un message d'elle, parce que shenanigan, c'était son code pour dire sexe. Qu'est-ce que ça voulait dire exactement? Je ne sais pas. En tout cas, c'est le dernier message que ses amis ont reçu d'elle. Les enquêteurs veulent savoir d'où ce message a été envoyé. Pour cela, il leur suffit de localiser l'antenne relais qui a été utilisée. Certaines compagnies de téléphonie mobile ne conservent les textos que pendant 24 heures, voire moins. Et on n'a jamais pu récupérer le relevé des SMS. Les enquêteurs cherchent ensuite à identifier ce mystérieux Chris. Les amis de Jessica pensent qu'il s'agit de son petit ami, Chris Edwards. Mais il prétend qu'il ne l'a pas vu ce soir-là, parce qu'il était au cinéma avec des amis. Il a bien un ticket d'entrée et il a été vu là-bas par plusieurs témoins. L'autre Chris que Jessica connaissait s'appelle Chris Ryan. Ils étaient sortis ensemble quelques mois plus tôt. Chris avait un passé judiciaire comme délinquant sexuel. Forcément, ça nous a tout de suite mis la puce à l'oreille. Il a fait 2 ans et demi de prison pour viol et il a été libéré 20 mois auparavant. Mais lui aussi a un alibi. Que ce soit au niveau des relevés téléphoniques de son ordinateur ou de ses amis, il n'y avait aucune preuve qu'elle avait été en contact avec ce Chris pendant les semaines précédentes. L'enquête est au point mort, jusqu'à ce que les policiers découvrent que Chris Edwards trompait Jessica. Et que l'une de ses conquêtes, Michelle, était elle aussi enceinte.